Donc, nous sommes dans le prolongement de cette réflexion qui a commencé déjà précédemment, mais aussi en début de semaine, sur cette question importante de l'irruption des questions écologiques au sens large du mot dans notre quotidien, sur toute la planète. Et c'est ça que l'on va poursuivre ce matin avec vous et avec nos deux intervenants, et sans doute pour les prochaines rencontres aussi. Marie-Laure, tu nous diras peut-être un petit mot à la fin de comment ceci aussi vient travailler notre humanité. Ça concerne donc pas que l'Occident, ces questions écologiques, évidemment, même si dans l'actualité, on semble penser que dans d'autres pays, c'est moins important. Eh bien, pas vraiment. Pour ceux qui étaient à la soirée sur l'Iran, moi j'ai capté une information intéressante de la table ronde, comme quoi les opposants aujourd'hui au régime qui étaient le plus persécutés en Iran, c'était les écologistes. Je ne sais pas si vous avez capté. On sait aussi que le conflit en Syrie a de sérieuses raisons environnementales. Donc les questions environnementales, elles montent de partout. Au Liban, l'actualité, pour ceux qui la suivent, parle très très souvent de la question des déchets. Enfin bon, moi j'ai capté quelques informations comme quoi cette question, elle est devenue évidemment mondiale, sérieusement, pour les sociétés de chaque pays, et donc aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Donc là, on va avoir donc, deux conférenciers sur un débat que je vais proposer d'organiser. D'abord une prise de parole alternative de 8 minutes chacun pendant 3 fois. On n'avait plus organisé notre affaire, on va voir ce que ça va donner. Et puis après, un débat avec vous, ça va durer à peu près 1 heure, donc ici de prise de parole en dialogue, et puis avec vous jusqu'à 11h30 et quelques, pour ne pas prendre trop de temps, parce que c'est parfois aussi un peu dense ce qu'on raconte. Les prises de parole, elles vont donc tourner autour de ces questions écologie, économie, solidarité, régénération. Un mot que Dorothée va nous expliquer un peu plus là à l'instant sur cette économie régénératrice. Un mot clé de notre débat de ce matin. Alors nos deux conférenciers, Dorothée Brouwers qui est française, journaliste, qui travaille sur ces questions entre la technique et le vivant. Elle est fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Tech for Life, donc la technique au service de la vie, au service du vivant. Elle anime des débats importants sur cette question-là. Elle a écrit récemment un livre qui s'appelle L'urgence du vivant, qui se trouve à la librairie et que je vous conseille. Donc c'est un peu, notamment dans ce livre, que vous aurez plus de profondeur par rapport au débat que nous allons avoir. Avec Fadi Komer, qui est libanais, mais qui voyage beaucoup et qui est très souvent à Paris. Franco-libanais. Oui, c'est pour ça, je ne savais pas trop si tu étais franco-libanais. Libanais, c'était sûr, mais franco-libanais, qui a fait des études à Harvard, à l'École nationale des ponts et chaussées, ce qui nous rapproche parce que nous avons fait la même école, d'ailleurs, tous les deux. Il y avait des Saint-Pères. Voilà, et qui a commencé sa vie professionnelle comme ingénieur en France et qui l'a poursuivi au Liban, entre autres. Il est au Liban depuis déjà longtemps professionnellement et actuellement directeur des ressources hydrauliques et électriques pour le gouvernement du Liban au ministère de l'énergie et de l'électricité. Et de l'eau. Et de l'eau, voilà. Donc il y a ce mélange très intéressant, eau, énergie, électricité, sur laquelle travaille Fadi autour d'une notion de hydrodiplomatie, sur laquelle on va revenir, qu'il a introduit et qu'il fait d'ailleurs progresser dans beaucoup d'organismes internationaux. Fadi a beaucoup de responsabilités dans beaucoup d'organismes internationaux autour de ces questions de la diplomatie de l'eau et de l'énergie. Il est aussi par ailleurs enseignant dans pas mal d'endroits. Voilà. Eh bien, je vais donc vous proposer essayer d'être rigoureux sur les prises de parole. J'espère que je ne vais pas trop vous embêter si voilà, il faut qu'on passe avec donc un échange de prises de parole. Et puis aussi, c'est ça un peu notre pari ce matin, un rebond à la fois sur les notions qui vont s'articuler et aussi sur les échelles. Dorothée serait peut-être sur des échelles plus proches de l'humain, peut-être plus petites, et Fadi sur des échelles plus grandes de territoire, d'accords internationaux, de bassins fluviaux. Voilà. Et on va essayer de voir comment ceci peut fonctionner parce qu'on fonctionne à toutes ces échelles. Et aujourd'hui, les enjeux sont à toutes ces échelles. Voilà. Et puis je pense que dans le débat ensuite, eh bien, dans ce pays extraordinaire du Valais, qui pour moi est à la fois grand et petit, c'est un pays extraordinaire, là. On voit tout et en même temps c'est
Donc c'est à l'échelle humaine et en même temps, vous avez tout aussi ici avec votre fleuve, votre montagne. On se sent un peu à l'abri de ces questions écologiques, mais peut-être pas tant que ça. Voilà, hein. Et en tous les cas, vous êtes, à travers ces rencontres, et je pense qu'on ça se verra aussi dans le débat, aux premières loges aussi d'invention, hein, et d'articulation. Enfin, c'est ce que je perçois en discutant avec les uns les autres et puis en connaissant un tout petit peu la région. C'est vraiment, voilà, vous êtes un laboratoire, je pense peut-être aussi en avance. En tout cas, vous pouvez à la fois accueillir des idées nouvelles et en même temps les mettre en œuvre. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc on verra dans le débat ce qui se passera par rapport aussi au territoire valaisan. Voilà, eh bien Dorothée, eh bien, vas-y, sur qu'est-ce que cette notion de régénération, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'on entre dans cette notion? Merci. Bonjour à tous. Nous allons effectivement parler d'un sujet qui paraît très trivial presque, puisque la régénération a été vénérée. On a quantité de déesses qui ont incarné, si on peut dire, cette question du nouveau qui apparaît, qui semble toujours le même, mais qui peut être différent, qui nous fascine. Et peut-être pour commencer, la chose étrange, c'est que quelque chose d'aussi important soit nécessaire à expliciter, à remettre présent dans nos consciences, à un moment où Harrison Ford, en septembre 2018, a dit, je crois, c'était à la tribune de l'ONU, « We need nature ». Donc, c'est-à-dire que nous sommes à un moment où nous sentons le besoin de nous référer à quelque chose qu'on aurait oublié, qui aurait été négligé, et pourtant essentiel. Je pense que c'est très important. C'est d'autant plus important qu'on est ici en Valais, et que vous avez eu dans ce paysage magnifique un homme que j'admire énormément, qui est Rainer Maria Rilke, qui a dit, il y a maintenant plus d'un siècle, « Est-ce possible que malgré les inventions et les progrès, malgré la culture, la religion, la connaissance de l'univers », vous voyez, en cette période-là, 1904-1910, avant la Première Guerre, est-ce possible que l'on soit resté à la surface de la vie? Je pense qu'il faut prendre très au sérieux le point que nous ne comprenons pas cette appartenance à un phénomène qui nous dépasse tellement qu'il nous fait peur, et qu'il a certainement été, dans la modernité qui est la nôtre, pas seulement négligé, mais quasiment méprisé, si on prend la question de la nature qui porte la régénération, puisque la nature a été défigurée, violée, pour reprendre le terme de Bacon, et donc il est important d'en parler de cette question. On pense que la régénération nous vient, elle disparaît, n'est pas tangible, parce que nous ne voyons pas la régénération. Pourtant, en 5 jours, notre muqueuse intestinale est totalement renouvelée. Nous avons, on dit toujours, j'ai l'âge de mes artères, j'ai peut-être l'âge de mes neurones, parce que les neurones ne se régénèrent pas beaucoup, mais nous n'avons absolument plus les cellules de notre naissance, ni même celles d'il y a 20 ans. Et pourtant, on se reconnaît, on change, mais doucement. Donc il y a quelque chose de très très complexe sur cette affaire, d'une stabilité dans la régénération. Nous avons un ordre par cette régénération, une sorte de stabilité que nous interprétons souvent comme liée à notre ADN. C'est un petit peu ce que nous a appris la biologie du XXe siècle. 1953, Watson écrit qu'un support de l'hérédité, la stabilité, qui fait que, oui, nous sommes bien toujours les mêmes, nous avons des enfants qui nous ressemblent par cet ADN, et en même temps,
la régénération ne peut pas être attrapée par cet ADN parce que le vivant n'est pas équivalent à cette sorte de mémoire du vivant. Parce que le vivant tient dans un certain nombre de phénomènes d'organisation, qui est qu'il y a des compartiments du dedans, du dehors, du soi, du non-soi, et un équilibre entre ces échanges. On a beaucoup parlé d'échanges tous ces derniers temps. Un équilibre Orient-Occident, un équilibre entre des différentes forces qui est capital pour le vivant. Nous avons un métabolisme qui est lié qui permet la croissance et le maintien. C'est-à-dire que nous avons mangé ce matin un bon petit déjeuner et il agit en nous pour renouveler justement tous les supports qui font que nous pouvons écouter, nous rencontrer, marcher, etc. C'est la capacité d'évolution dans les métabolismes. Évolution, ça veut dire que les cellules vont se diviser. 20 millions de cellules se divisent chaque seconde. Voilà, je vérifiais parce que je m'étonnais moi-même encore. Voilà, nous sommes dans ce flux. Et ce flux, ce métabolisme est très important pour que nous changions dans la stabilité. Un petit peu comme un vélo qui tient parce qu'il avance. Et le troisième niveau, c'est donc la mémoire, j'en ai parlé, l'ADN, qui c'est une dimension très présente dans la comparaison avec le numérique. Certains ont beaucoup posé des questions sur le numérique. La mémoire du vivant, apprentissage, inscription. La chose extraordinaire du vivant, c'est que l'expérience s'inscrit dans la matière. Ah oui, qu'est-ce qui fait ? Quel autre phénomène, quel autre ordre dans l'univers est capable de faire ça ? Je n'en vois pas. L'inscription dans la matière de l'expérience, dans sa diversité, qui permet une protection, système immunitaire, mémoire cérébrale, tout ça, c'est le fruit de l'expérience. Vous savez, on est très très immature, surtout le petit homme, c'est le plus immature des bébés. Et donc, nous arrivons comme ça à inscrire de l'expérience, donc la culture en nous-mêmes. D'où l'aberration de la discussion infinie entre l'opposition nature-culture, dualisme, et qui nous a égarés littéralement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous avons cette régénération ? La possibilité de la régénération se fait par le milieu de vie. Nos milieux sont capitaux pour permettre cette régénération. Et c'est sans doute ça qui nous fait avoir les warnings aujourd'hui, puisque nos milieux, on va y revenir, sont totalement bousculés. La science des milieux a été remise au goût du jour. Elle s'appelle mésologie. Mésologie, c'est une science qui a été initiée dans les années 1840. 1840, on était en plein positivisme. Un peu dans les réseaux d'ailleurs d'Auguste Comte, par Charles Robin en France. Et je dirais cette science des milieux, elle n'a pas perduré, elle a été comme coupée à son origine par l'écologie, qui a été lancée par Hegel en 1866, juste 10 ans plus tard, et qui a pris le dessus parce qu'elle était beaucoup plus simplificatrice, puisqu'elle ne s'est occupée que de la relation de l'homme à son milieu. La mésologie, la chose très intéressante, qui est en train d'être remise au goût du jour par Augustin Berck, géographe qui a reçu le Cosmos Prize 2018, donc l'an dernier, et qui est un de mes voisins à Palaiseau, donc je le côtoie beaucoup, c'est un homme qui a 70 ans, 71 ans. C'est qu'il a il a retravaillé ces sujets-là parce qu'il a vécu au Japon, qu'il a voulu traduire un auteur qui est Watsuji, donc c'est vraiment important de parler de cela ici, Orient-Occident, parce que les Japonais, la question de rapport au milieu
on n'arrivait pas à trouver le mot de cette thématique de rendre compte d'une science des milieux. Et donc il est allé chercher dans des dictionnaires anciens et il a retrouvé ce terme de mésologie qui désigne un couplage dynamique faisant de chacun des deux termes, organisme et son milieu, fonction l'une de l'autre. On sait bien qu'un enfant ne grandira jamais dans son épanouissement s'il n'a pas le regard de ses parents. De même que la tique, c'est l'exemple travaillé par von Exkull, a une espèce de rapport au monde qui est limité par ses organes. Donc voilà, le milieu, l'organisme, tout ça est en résonance et on ne peut pas exister hors sol. Donc cette sorte d'interprétation du milieu, c'est le job des organismes. Dans organisme, on a organisé. Organiser, ça a un rapport à l'énergie, c'est la négantropie, c'est le contraire du désordre, de l'entropie, du chaos. Et donc il y a ce travail à l'œuvre dans le monde, qui est cette organisation du vivant, mésologie qui traduit une sorte d'écologie relationnelle. Et je vais terminer juste en parlant de la menace sur cette régénération. La menace sur cette régénération, c'est que, on voit bien, je n'ai pas besoin de m'y attarder, vous y êtes sensible si vous êtes ici, c'est qu'il y a quantité de choses qui, aujourd'hui, éclatent en fait la cohérence des organismes entre eux, qui sont en interdépendance. Régénération, si interdépendance. Et cette interdépendance, elle est, je dirais, abîmée parce qu'il y a fragmentation des milieux de vie, premier élément de menace. Deuxième élément de menace, une sorte d'accaparement, tentation de figer le temps du vivant. Le vivant est inscrit dans le temps par les brevets, par le fait, j'en parlais juste avant, d'endroits où on met les semences sous cloche, à Svalbard, dans le nord de la Norvège. Et le troisième niveau qui est extrêmement important, c'est le brouillage, le langage qui est brouillé, les perturbateurs endocriniens, le fait même que la fertilité humaine, on peut craindre que d'ici une trentaine d'années, elle ne soit plus au rendez-vous. C'est-à-dire que l'homme serait confronté à ne plus pouvoir être capable de se générer, génération future, au vu de la baisse de quantité de spermatozoïdes dans le sperme, qui a baissé de moitié en 40 ans. Et si on suit cette courbe, eh bien dans 30 ans, on arrive en dessous des capacités de fertilité du sperme. Donc on est dans quelque chose qui est très inquiétant. Et en même temps, miser sur la régénération, qui est facteur de résilience, on va reparler de résilience ensuite, c'est absolument central comme tremplin pour nos innovations et nos entreprises. Merci Dorothée pour cette invitation à renverser les paradigmes. Bacon, accaparer la vie, la dominer. Ce nouveau paradigme qui rencontre bien d'autres, évidemment, de régénération, comme si la vocation de l'humanité était non pas de prendre et d'accaparer, mais de servir, d'intégrer, de faire grandir. Et que voilà, les warnings sont là, comme tu dis, et alors, on bouge pas. Bon, voilà un peu le fond des notions auxquelles nous sommes évidemment sensibles. Et ça n'apparaît pas si évident quand on est dans un si beau cadre, hein, et on sait. Là, c'est là où on a besoin de la science qui nous dit, mais attends, vous ne voyez pas ce qui se passe. Voilà. Alors ça, voilà, le fond. Alors, une notion, concept, tu vas nous dire, Fadi, autour de la notion de nexus, que toi tu portes fortement, autour de ces articulations. Voilà, un nexus, on voit que c'est un nœud. Économie, écologie, énergie, alimentation. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Dorothée pour le bon cadrage du sujet et cette mise en valeur de l'introduction du sujet de la régénération économique et solidaire de nos problématiques, en fait, et de te remercier pour avoir bien défini la trame des débats. Permettez-moi aussi de remercier Marie Lorson de m'avoir invité, me donner l'opportunité de découvrir pour la première fois ce beau site
Château-Mercier, et saluer aussi la présence d'Éric et d'Elisabeth Bréau, qui sont les initiateurs des rencontres de Monaco. Et ces rencontres-là de Monaco nous ont permis aussi d'équilibrer en fait la balance entre l'Orient et l'Occident, ce que nous n'avons pas pu faire dans le cadre de l'Union, malheureusement dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. C'était en fait une initiative afin d'encadrer les trois rives de la Méditerranée et de lancer des projets ensemble. Donc pour revenir à ce que Dorothée a présenté, donc il y a quelques mots qui m'ont attiré l'attention avant donc de rentrer dans le vif du sujet sur le Nexus, c'est qu'il y a un phénomène qui nous dépasse, c'est un phénomène qui nous fait peur, et puis il y a une menace certes, qui est très pesante sur l'avenir de l'humanité. Tout d'abord, donc, pour parler d'économie régénérative et solidaire, il faudrait penser directement à la communauté internationale qui a mis entre nos mains une collection d'objectifs du développement durable. Moi, je suis très optimiste, en fait, ça n'empêche pas qu'on adopte des plans d'adaptation à toutes les menaces qui encourent sur l'écologie, sur l'environnement, mais il y a un problème, c'est que les décideurs politiques ne s'assoient pas sur une bonne gouvernance. C'est ça le problème. Donc la collection que la communauté internationale nous a mis entre les mains, c'est 15 objectifs en 2015 qu'il va falloir satisfaire. Et dans le cadre de ces 15 objectifs, il y en a 3 qui concernent l'eau, qui concernent l'énergie et l'alimentation. Et en tant qu'ingénieur, je pense que ces 3 ressources-là devraient être très bien gérées afin qu'on puisse les livrer, les transmettre d'une façon adéquate, appropriée aux générations futures, à nos enfants. Malheureusement, ces ressources sont actuellement dans, par exemple, des pays tels que les pays émergents, sont mal gérées. Et ces ressources sont maintenant, elles sont sous pression par la gestion de l'homme et aussi par des phénomènes naturels. Donc le premier phénomène naturel qui affecte la gestion de ce nexus, l'eau, l'énergie, l'alimentation, c'est le changement climatique. Nous aurons 30% en moins de précipitations, donc nous aurons 30% en moins d'eau sur la planète Terre, nous aurons 30% en moins d'alimentation, et d'un autre côté, l'énergie, on est en train donc de délapider, de gaspiller l'énergie fossile pour rendre service aux industries. C'est important, mais il va falloir aussi penser aux énergies renouvelables. Et d'un autre côté, nous avons une démographie galopante et une urbanisation aussi très importante. Donc il y a une vingtaine de villes actuellement donc, qui sont concernées par cette démographie galopante. Et avec le changement climatique, nous aurons une autre problématique qui viendra se greffer aussi, c'est les réfugiés climatiques qui vont quitter, par exemple, la rive sud, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas d'énergie, pour passer vers la rive nord ou bien vers la rive est, dans des pays où on trouve de l'eau. Déjà, donc, cette problématique de menace est très importante, mais pour qu'on soit solidaires ensemble, pour présenter des plans d'adaptation, il faudrait s'asseoir sur un concept qui est le nexus, et il faudrait donc qu'on utilise des textes législatifs que la communauté internationale a mis entre nos mains. Donc, je voudrais vous présenter tout d'abord les 3 idées qui sont à la base de cette réflexion. La première, c'est l'avenir de la planète Terre. C'est un terme qui est lié au nexus de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Cette eau qui s'amoindrisse, comme je vous l'ai dit, suite aux effets du changement climatique et des changements globaux, et qui pourrait conduire à l'extinction de notre humanité, de notre civilisation. Ce fut le cas des Mayas il y a plusieurs années, et actuellement c'est le cas malheureusement de la mer d'Aral, et c'est le cas de la mer Morte aussi.
La deuxième idée, c'est les conflits qui pourraient donc se générer au niveau des bassins transfrontaliers. C'est des conflits qui touchent directement à l'agriculture, à l'alimentation. On aura de l'eau qui va manquer. Comment gérer cette eau d'une façon équitable? Comment générer l'énergie aussi d'une façon équitable? Et on sait très bien, quand il y a l'eau, il y a la prospérité. Quand il y a l'énergie, il y a un mode de vie qui est important aussi, un mode de vie qui évolue. Et quand il y a une bonne alimentation, c'est un signe aussi important de la santé de la population. Donc, quantifier en fait ces ressources-là, l'eau, l'énergie, l'alimentation, est une chose qui est très difficile, très complexe. Personnellement, je pourrais dire que l'essentiel de l'économie du monde s'assoit sur cette idée de nexus, mais comment la quantifier en termes financiers? On ne peut pas, parce que cette notion de nexus touche à l'humanité, touche à la vie de chaque citoyen. Donc l'approche du constat concernant le nexus, c'est qu'actuellement, c'est une approche globale, une approche intégrée qu'il va falloir donc prendre en considération, ne pas traiter l'eau en tant que secteur, une ressource sectorielle, l'énergie seule et l'alimentation seule. Il faudrait donc traiter cette problématique des trois domaines et s'affranchir des corollaires concernant tous ces domaines-là en même temps et se concentrer sur cette approche de nexus, dire que l'eau a besoin d'énergie pour que l'eau soit traitée, pour que l'eau soit pompée, pour que l'eau soit acheminée aux citoyens. L'alimentation a besoin de l'eau pour irriguer, mais il faudrait donc que l'irrigation soit faite d'une façon optimale, arrêter le gaspillage, arrêter les irrigations de surface, utiliser de nouvelles technologies d'irrigation telles que le goutte à goutte. Ça aussi concerne un volet financier qui est très important, qui devrait donc mettre à disposition des agriculteurs des financements afin qu'ils changent leur mode d'irrigation dans les pays émergents. Et puis l'énergie aussi, c'est la problématique, car dans les pays du Golfe, on s'assoit sur l'énergie fossile, on pompe énormément de gaz et de pétrole pour le dessalement de l'eau de mer, et cette eau-là qui est dessalée est directement liée à l'agriculture. Ça, c'est le summum du gaspillage. Donc, dessaler de l'eau de mer, 1 mètre cube d'eau dessalée, c'est 1,7 kWh par mètre cube. C'est comme si on pompe 1 mètre sur 400 mètres d'altitude. Donc, tout ça, c'est du gaspillage. Donc, l'idée du nexus est comment aborder ces trois thèmes d'une façon intégrée, les gérer en fonction d'une gouvernance appropriée, en limitant la pollution, en limitant le gaspillage et en proposant des plans d'adaptation que nous, les ingénieurs, nous pouvons mettre à la disposition des citoyens et à la disposition des gouvernements. Donc on passe d'une logique de pénurie d'eau, d'énergie et d'alimentation, c'est la logique de pénurie du nexus, à une logique d'abondance de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Ce sont deux notions contradictoires, mais le lien, c'est la bonne gouvernance, c'est l'application des objectifs du développement durable. Merci beaucoup Fadi pour cette introduction au nexus, donc cette intrication entre eau, énergie, alimentation. Comment passer d'un désastre à une abondance. Dorothée, l'alimentation est peut-être l'endroit le plus aisé à rentrer par rapport à la notion de régénération et cette notion de nexus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples déjà bien avancés où dans l'alimentation, eh bien, c'est en train d'avancer positivement, hein, et puis de faire des liens aussi avec des territoires. C'est ce qui va aussi nous rassembler, c'est des territoires où ça se joue, où ça se gagne. Oui, je pense que tous ici, vous avez des idées en tête par rapport à cette question, parce qu'il y a un foisonnement d'initiatives dans les territoires. Comme l'a dit Bertrand Badi hier, c'est d'ailleurs le point
de retournement possible du système par le fait que les initiatives, la demande même des consommateurs de manger autrement, de se connecter à un territoire, pas seulement pour manger mieux, mais peut-être pour remettre du sens dans l'alimentation, identifier, mettre du lien social même dans l'alimentaire, parce qu'on ne se nourrit pas seulement de l'aliment quand on l'ingère, on communie, pour prendre un terme peut-être un peu intéressant dans la question du sacré, donc que j'ai mis en arrière-plan de l'introduction. Et donc en France, par exemple, dans ces démarches-là, on peut citer beaucoup de choses. On a beaucoup entendu parler de permaculture avec l'abbaye du Bec-et-Loing, avec des acteurs qui ont montré d'ailleurs qu'il y avait une productivité accrue en faisant attention à faire avec le vivant de manière extrêmement complète, donc une approche intégrale. Ça veut dire, dans ces démarches-là, que en fait, les démarches, c'est toujours de ne pas être préoccupé par un seul but. Hein. Le vivant, il fonctionne en multisolutions. Il n'est pas obsédé d'une performance unique. C'est extrêmement important à avoir en tête, parce que ça veut dire qu'on va s'occuper à la fois du rendement, à la fois du sol, qu'on va maintenir, très important ce mot maintenir, et à la fois des humains. Et au-delà de cet exemple du Bec-et-Loing, on peut parler des fermes d'avenir avec Maxime de Rostolan qui, du côté de près de Tours, a lancé aussi quelque chose de similaire en agroécologie. C'est aussi de la permaculture en fait localement, et tout un réseau de fermes d'avenir. Avec un tour de France qui a été fait par ce réseau-là, qui est maintenant dans le giron du groupe SOS. Ce n'est pas inintéressant parce que c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a un très grand lieu qui est en train de se construire, 70 hectares, à partir d'une réhabilitation d'un terrain d'aviation en Essonne, donc qui fait partie aussi de ce réseau. Et on peut citer aussi des choses qui ne sont pas strictement agricoles directement, mais les villes en transition qui ont été initiées dès les années 70 sont aussi, donc à Totnes en Angleterre, sont aussi des lieux d'apprentissage collectif qui sont dans une démarche de se mettre en situation de résilience, c'est-à-dire en situation de si les choses deviennent plus tendues, comment est-ce qu'on peut être une communauté qui a des ressources en termes énergétiques, des ressources en termes alimentaires, comme on peut citer aussi le collège des transitions sociétales à Nantes, où là, vous avez vraiment des communautés du côté de Gachet, je ne sais pas si vous connaissez cette région-là, vers le nord de Nantes, où vous avez des coopératives de citoyens qui ont monté des centrales d'énergie, comme il y en existe énormément dans le nord de l'Europe, hein, au Danemark, aux Pays-Bas. C'est très très banal. C'est vrai que dans nos pays, alors je ne sais pas ici en Suisse, mais il y a une sorte d'organisation hiérarchisée des acteurs de l'énergie qui fait que ce n'est pas si facile en fait de participer par rapport à des mastodontes que sont EDF et d'autres. Vous avez aussi beaucoup plus largement des dynamiques de régénération qui ont été qui sont connues à Détroit, qui était une ville sinistrée de l'automobile, qui était une ville fantôme à un moment, puisqu'il y a eu le subprime, et c'est vraiment la ville sinistrée. Et là, les gens se sont pris en main. C'est juste ça le terme, hein, se prendre en charge. Et ils ont fait des jardins urbains, des squats inventifs, des tiers-lieux, vous savez, c'est ce terme très, très utilisé. À New York, près de New York, il y a aussi un espace qui s'appelle Tottenville, avec des gens qui s'inspirent d'un institut qui est le Capital Institute, et contre toute attente, avec un terme comme ça, dirigé par ce John Fullerton. Ce Capital Institute s'emploie à accompagner des gens sur le terrain pour qu'ils travaillent sur ces approches de régénération.
Pour John Fullerton, je le cite, « Ensemble, nous redéfinissons la richesse et réimaginons la finance au service de l'émergence d'une économie écologique et socialement régénératrice en respectant les fonctions vitales des écosystèmes vers une civilisation de la régénération, aussi importante pour lui que la révolution copernicienne. » Le point important, c'est qu'il s'agit de mettre ensemble les gens, non pas les faire travailler de manière séparée, mais en manière intégrée, avec des principes de cet institut, 8 principes, j'en cite juste 4, viser les équilibres, articuler efficacité et résilience, vous voyez, et pas une seule préoccupation, vraiment penser ensemble les choses, articuler collaboration et compétition, diversité et cohérence, voilà. Alors, il y a des acteurs, dès les années 60, moi je voudrais juste citer le nom de Herman Edward Daly, qui en 68 a créé un indicateur, c'est important de parler de cela, de progrès véritable, donc la révolution du rapport au progrès qui s'installe dans toutes ces communautés, qui sont beaucoup plus pragmatiques, on évoquait ce terme-là tout à l'heure, faire avec les moyens du bord, Jugade, approche Jugade. Et dans ces collectifs, on peut citer aussi en France l'Institut Veblen, qui est un institut, Veblen, vous savez, c'est cet homme qui a montré combien on avait une tendance à toujours vouloir imiter ceux qui ceux qui ont plus que nous, d'une certaine manière, on peut simplifier comme cela, et ce principe-là nous égare complètement. Pour terminer, je voudrais... Alors, il y a aussi en Suisse des gens très intéressants autour de Louvain, Guibert Delmarmol, qui enseigne ce sujet-là, de la régénération. C'est plutôt en Belgique ou... En Belgique, je n'ai pas dit Belgique. Bon, la Suisse et la Belgique, c'est 2 centres du monde, hein. Oui, oui. Oui. Non, pour les Français que nous sommes. Voilà. Peut-être juste pour sortir un tout petit peu, si je peux me permettre, de l'agriculture, encore que c'est l'agriculture. Un exemple qui me tient beaucoup à cœur, dont je parle dans le livre, c'est l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Novamont. Alors, c'est ni en Belgique ni en Suisse, c'est en Italie. Et c'est une femme assez étonnante qui s'appelle Katia Bastioli, qui est une chimiste et qui, je pense, a une intuition absolument incroyable. Je l'ai rencontrée en fait la semaine dernière parce qu'elle a eu un prix de business performance. Franchement, elle était complètement atypique au milieu de tous ces hommes qui paradaient. Et c'est une petite femme qui est complètement un bulldozer en fait. Et elle dit qu'elle est tout le temps en train de penser en dehors de la boîte, en fait, tout le temps en dehors de la zone de confort, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est quand même fatigant, hein, mais c'est son énergie. Et elle met en évidence qu'on peut faire de la chimie avec les biomasses, avec les matières organiques, comme on fait de la soie, comme on fait du coton, avec les matières végétales ou issues du ver à soie. Et là, elle l'a développé en Sardaigne, c'est un exemple de son entreprise parmi d'autres, mais qui est très 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 fort, une reconversion d'une raffinerie pétrolière en Sardaigne, donc, qu'elle a transformée en bioraffinerie. Et qu'est-ce qu'elle a utilisé, à votre avis, en Sardaigne, comme matière première ? Pas du tout l'huile de palme, comme fait Total à la Med. Qu'est-ce qu'elle a utilisé ? La paille, les déchets. Non. Non, ça pourrait. Vous n'êtes pas loin. Les chardons, en passant par l'huile qu'elle sort des fleurs de chardon. Et avec cela, elle fait des plastiques biosourcés. Vous voyez, c'est important de parler de ça au moment où on est tellement abasourdi de ce que deviennent les plastiques dans les océans et des dégâts que ça fait. Et donc, elle a mobilisé des réseaux de paysans et ça fait une économie locale. Et donc, vous voyez, c'est tellement vertueux à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle a écouté un espace avec quelque chose qui existe, qui est préexistant. Elle le valorise, elle met les gens en cohérence avec tout cela et elle reconvertit
quelque chose. Donc je trouve cet exemple absolument, comment dire, un très bon signal pour nous enseigner, pour nous orienter, pour mettre un peu des boussoles dans notre civilisation du monde de demain. Merci Dorothée. Des exemples, il y en a de plus en plus. Hein. Vous en connaissez sans doute, vous aussi. D'exemples, donc là, plutôt micro, sur des petits territoires. Bon, ça fait Flores. L'enjeu aussi, et là je reviens vers Fadi, c'est qu'est-ce qui se passe sur des grands territoires, comment cette notion d'hydrodiplomatie dont tu vas nous parler maintenant, elle essaie de prendre ça en compte, mais à une échelle très complexe. Et tu veux nous parler peut-être un petit peu des réussites, échecs, voilà. Concernant les grands territoires, donc, avant de passer à la problématique de l'échange, de la diplomatie entre les nations, la diplomatie de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, je voudrais donc m'arrêter et rebondir sur le terme de la résilience. La résilience, un terme très important, mais du point de vue de l'ingénieur, la résilience est liée à un concept que j'appelle la gestion de la demande. La gestion de la demande, ce que les populations ont besoin afin d'assurer leurs demandes en eau, en énergie, en alimentation d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. C'est ce qu'à l'école des ponts et chaussées, on nous a appris. Quand on conçoit, par exemple, un ouvrage hydraulique, il va falloir donc assurer cette gestion-là pour la demande des citoyens sur 50 ans, sur 100 ans à venir. Donc, ce qui est important actuellement, c'est de faire des plans d'adaptation en fonction de cette gestion de la demande. La gestion de la demande s'appuie sur un concept concernant l'eau, c'est l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Et cette gestion intégrée des ressources en eau, donc on l'applique au niveau d'un pays, bien sûr en complémentarité avec l'eau et l'alimentation, mais quand ça remonte vers un grand territoire et qu'il y a donc plusieurs pays qui sont soit des hydropuissances ou bien des pays qui connaissent un stress hydrique, c'est là où la gestion de la demande perd en fait son poids et la gestion de l'eau est faite soit d'une façon hégémonique, unilatérale, d'une hydropuissance envers des pays qui se situent à l'aval, ou bien d'une façon coopérative. C'est le choix des politiciens qui doit se faire en fonction d'un processus de paix ou bien d'un processus de conflit ou de guerre. Afin d'asseoir une hydrodiplomatie qui a la vocation de faire la paix entre les nations, une paix hydrique entre les nations, parce que l'eau est une ressource qui doit lier les hommes, qu'ils soient de religions différentes, qu'ils soient de... En fait, les religions monothéistes utilisent l'eau comme signe de purification. Donc déjà, l'eau est une ressource qui unit les hommes. En matière d'hydrodiplomatie, il y a des témoignages qui sont très importants et des exemples réussis. Tout d'abord, je cite les exemples en Europe, tels que le Danube. Donc, plus de 20 pays se partagent le Danube. Et grâce à la directive cadre eau de l'Union européenne et grâce à la directive des Nations unies pour l'Europe, les pays donc riverains du Danube se sont mis d'accord pour assurer une gestion équitable du Danube dans tous les secteurs d'exploitation. Ça, c'est donc un exemple de gestion réussie. Pas très loin de là, nous sommes dans la vallée du Rhône. Là aussi, le Rhône est un fleuve transfrontalier qui est géré d'une façon équitable, utilisé d'une façon appropriée en s'appuyant sur les directives cadres eau de l'Union européenne ainsi que la directive des Nations unies pour l'Europe. D'autres exemples qui sont des exemples qui n'ont pas vraiment réussi, c'est le fleuve, la rivière du Jourdain, donc, qui prend sa source du mont Hermon du Liban et de la Syrie et qui traverse le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine et la Jordanie.
Et c'est là où nous arrivons à déceler franchement une gestion unilatérale hégémonique de l'eau, pas de la part d'une hydropuissance, mais de la part d'une hyperpuissance. Donc la notion du ministre Védrine de l'hyperpuissance et la notion de l'hydropuissance, qui sont maintenant conflictuelles. D'un autre côté, nous avons aussi le bassin du Nil. Le bassin du Nil, il y a eu un renversement de situation. L'Égypte, qui monopolisait pratiquement 80% des eaux du Nil, suite à un accord qui a été signé avec le Soudan en 1958. Actuellement, le Soudan a explosé en 3 nations. Et l'Égypte étant un pays situé à l'aval, l'Éthiopie a lancé il y a quelques années un barrage qui est le barrage de la Renaissance, afin de produire 7000 MW d'énergie hydroélectrique. Ce barrage-là stocke 60% du débit du Nil. On sait très bien que 96% de l'économie égyptienne se base sur l'agriculture. Donc stocker 80% du débit du Nil pour produire 7000 MW, en tant qu'ingénieur, on sait très bien le faire. Sans un stockage de 80% du débit du Nil, on peut très bien stocker 2 milliards de mètres cubes d'eau dans une retenue, installer des turbines au fil de l'eau, générer ces 7000 MW, et l'eau pourrait après retrouver le lit naturel du fleuve et passer en Égypte. Donc ce barrage-là n'est pas un travail d'ingénieur, c'est un travail politique. C'est pour cela que dans l'hydrodiplomatie, on trouve des hydropuissances. Donc l'Éthiopie maintenant va devenir une hydropuissance. Et la médiation que nous avons lancée au niveau du bassin du Nil prône le relancement de l'initiative du bassin du Nil. Ce relancement de cette initiative devrait mettre autour d'une même table tous les pays riverains et de penser à un stockage progressif de ce barrage de la Renaissance pour qu'il n'affecte pas l'Égypte. Il y a des puissances régionales qui ont poussé l'Éthiopie afin de mettre à genoux l'Égypte pour des raisons qui sont liées directement à l'énergie. Les champs gaziers énergétiques qui ont été découverts en Égypte sont des champs qui pourraient faire de l'Égypte une hyperpuissance régionale dans le monde arabe, de nouveau. Du temps de Nasser, l'Égypte fut une hyperpuissance. Après, il y a eu le déclin de l'Égypte par rapport à la Turquie, par rapport à d'autres pays. Mais ces champs gaziers qu'on vient d'exploiter en Égypte et de découvrir en Égypte pourraient replacer cette nation de nouveau en tant qu'hyperpuissance. Donc, il y a des forces régionales qui ont voulu que l'Éthiopie puisse mettre à genoux l'Égypte. D'où la notion de médiation, d'où la notion d'hydrodiplomatie qu'il va falloir lancer pour faire la paix. Or, il y a un processus à suivre. Le premier processus, c'est un processus technique. Il faudrait donc tout d'abord mettre entre les mains des pays riverains une base de données, échanger les données hydriques, les données énergétiques entre les pays, et échanger aussi la vision de la gestion de la demande pour les 50 ans, pour les 100 ans à venir. Ce dont l'Éthiopie a besoin, ce dont les Soudans, les 3 Soudans ont besoin, et ce dont l'Égypte a besoin. Donc il y a un travail d'ingénieur à la base qui doit être fait, un processus technique. Après le processus technique, c'est le processus diplomatique et le processus institutionnel. Sur quel texte réglementaire, sur quelle gouvernance il va falloir qu'on se base pour consolider ce processus technique entre ingénieurs, on s'est entendu. Donc voilà, c'est là où il va falloir passer au texte réglementaire. Merci Fadi. Bon, les enjeux sont lourds, comme vous voyez, à toutes les échelles. Donc sur cette question de mesure, on va y revenir, hein, et qui va donc occuper notre débat maintenant. Comment on peut mesurer, compter la régénération à l'échelle peut-être plus micro, puis à l'échelle plus macro? Parce qu'effectivement, si on ne la compte pas, eh ben, on ne la voit pas. Et donc, si on ne la voit pas, ben, on l'écrabouille. Donc, Dorothée, cette question de comptabilité aussi de la vie.
du vivant. Alors je voudrais rebondir parce que c'est vraiment très important cette question de l'arbitrage sur des choses de valeur et qui sont des communs. Qui est un point, moi j'avais fondé une association en 2003 qui s'appelait Vivagora, et dès 2004, notre première thématique de cycle de débat était « Le vivant est-il un bien commun ?» En fait, ces biens communs de l'eau à partager, l'air à partager, la terre, les sols à partager, on va y revenir, comment est-ce qu'on fait ? Effectivement, le partage des données n'est pas une chose si évidente, même la question politique va être extrêmement importante. On voit en France, par exemple... C'est essentiel, Dorothée, pour la conception des ouvrages. Oui, mais il y a une bagarre technique. On fait des ouvrages qui ne se remplissent pas, on fait des ouvrages qui sont mal dimensionnés. Mais c'est déjà politique. C'est déjà politique, cette question-là. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on voit, par exemple, en France, sur les coopératives agricoles, qui sont en train de faire de l'agriculture numérique. Vous savez, c'est la grande tendance. Monsanto avait compris cette chose-là déjà il y a 15 ans. Eh bien, les coopératives, en fait, en équipant les agriculteurs d'énormément de capteurs, à qui vont appartenir les données et qui va être le prescripteur, c'est aussi une manière d'avoir une mainmise. Et donc, il y a une bagarre sur le partage des données et, avec les approches informatiques distribuées qui n'est pas du tout anodine. Alors, je viens à la question effectivement importante de cette question de la valeur. On voit bien qu'on est face à quelque chose d'un peu compliqué, c'est que, comme je l'ai dit en commençant, la régénération, on ne peut pas l'attraper en disant voilà, je la tiens, ça y est, ces contenus-là dans mon verre, je vais pouvoir. Non, elle est le fruit de l'interaction. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être accaparé. Certains auteurs, comme Gaël Giraud et Cécile Renoir, du point de vue, vous voyez, de l'évolution de la compréhension de la valeur, ont travaillé sur des nouveaux indicateurs au-delà du PIB. Vous savez, il y a énormément de recherches et de propositions d'indicateurs alternatifs. Ils ont développé un indice, un indicateur de la relation. C'est pour ça que j'ai parlé d'écologie relationnelle tout à l'heure, pour essayer de donner de la valeur à quelque chose qui compte. Le problème, c'est d'attraper quelque chose qui compte, parce qu'on a des mots toujours pour dire « oui, ça compte pour nous », mais en fait, dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas cohérents. Nous sommes dans des sortes d'injonctions paradoxales qui vont risquer d'intoxiquer vraiment les petits-enfants qui sentent un petit peu ces soucis-là. Alors, on voit bien qu'il y a des mouvements pour remettre un peu les choses d'aplomb. Les mouvements en France de la loi Pacte pour essayer de mettre l'entreprise au pied du mur de oui, comment l'entreprise peut participer à la valeur qu'elle et aussi comment dire, être responsable de ce qu'elle détruit. Donc il y a ces mouvements-là. Dans le cadre de ce mouvement de la loi Pacte, a été produit un rapport par l'ancien directeur de Michelin, qui est maintenant chez Renault, donc le rapport Nota-Sénard, qui insiste sur le fait que nous n'avons pas une vision fidèle de nos activités. C'est très important que des entrepreneurs reconnaissent qu'ils n'ont pas en fait de boussole qui correspond à ce qu'ils font. C'est comme s'ils étaient borgnes, comme l'a dit publiquement le 7 février dernier à l'Assemblée nationale Corinne Lepage. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons un système comptable un peu bizarre. On ne fait que parler d'externalités. Externalités positives pour ceux qui veulent être vertueux, ils n'arrivent pas à les valoriser puisqu'on parle des externalités, mais elles ne sont jamais mises dans les rapports comptables. Externalités négatives, ça oui, c'est les associations qui accusent tout un tas d'entreprises de détruire. Et donc, qu'est-ce qui nettoie les externalités négatives ? C'est la puissance publique. Donc à un moment donné, on ne peut pas courir après les dégâts en assumant les choses par le politique qui devient complètement exsangue. Alors il y a des propositions pour remettre un peu d'aplomb ce système qui est borgne,
qui est borgne parce que, du point de vue de la comptabilité, ce qui est dans un bilan comptable, ce qui doit être conservé, c'est le capital financier. Le capital, déjà le mot capital, c'est compliqué. Est-ce que c'est une ressource qu'on va mettre à l'actif? Est-ce que c'est au passif, une dette? Extrêmement important la discussion là-dessus. Si on le met en actif, c'est pas réel. C'est-à-dire que la réalité d'une entreprise, c'est qu'il y a un capital financier qu'on fait fructifier et qu'il faut le maintenir. Et l'entreprise, pour l'instant, c'est organisé comme ça depuis pas mal de temps, hein, n'a comme objectif que de maintenir ce capital financier, et je dirais avec la financiarisation, c'est pas seulement le maintenir, c'est le faire fructifier tout seul, hors sol. Hein. Donc on a complètement perdu le cap de ce que pouvait être la participation de l'entreprise à l'intérêt général. Et cette approche-là peut être revisitée. C'est ce que propose Jacques Richard, qui est un professeur d'économie à l'Université Dauphine, à Paris, avec son collègue beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Alexandre Rambaud, qui a créé la chaire d'écologie, enfin de comptabilité écologique à AgroParisTech, donc toujours à Paris. Il propose une comptabilité qui introduit deux autres capitaux, cohérents avec ce que on dit tous vouloir préserver, qui est le capital naturel et le capital humain, sur lequel effectivement toute entreprise mise, parce qu'on est en train de voir que sans ce capital-là, les entreprises sont en train de s'effondrer, littéralement. Donc, les remettre donc, dans la comptabilité, donc sortir des pratiques de l'extra-financier qui ne suffisent pas pour eux, et donc de proposer un système CARE. Étrangement, ça sonne tout à fait intéressant, prendre soin, CARE, comptabilité adaptée au renouvellement des écosystèmes, qui donc va assurer, garantir que dans l'activité d'une entreprise ou même d'une organisation, qu'elle soit nationale, internationale, eh bien, le capital naturel et le capital humain sont maintenus. Tout de suite une précision. Il ne s'agit pas du tout de donner directement une valeur au vivant, ce serait très dangereux. Il s'agit de donner une valeur au maintien du capital humain et vivant, aux capitaux vivants. Donc c'est très important de le mentionner parce que certains arrivent brutalement sur cette proposition en disant mais attention, ça va être un système de marchandisation de la nature. Pas du tout. Et donc ces auteurs sont en route depuis déjà une dizaine d'années. Ils vont proposer à l'automne un manifeste pour une entreprise humaine et écologique qui va être je dirais, plus ou moins mis en valeur dans un tribunal que j'organise au barreau de Paris, un tribunal fictif. Peut-on subvertir les normes comptables? Tout ça se passe dans un moment où le G7 Environnement s'intéresse à ces sujets-là, où l'autorité des normes comptables en France a aussi une mission de la part de Bruno Le Maire, le ministre des Finances, pour essayer de voir comment on peut réviser ces choses-là, parce que tout le monde se rend bien compte que ça ne suffit plus le développement durable, que ça ne suffit plus les pratiques de RSE, et que ça prend l'eau, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans un bateau, qu'on a passé notre temps à mettre des rustines ou des bouchons dans les trous du bateau, et que maintenant, il faut changer de bateau. Merci beaucoup pour ces perspectives. Alors, une idée qu'on a avec Dorothée, peut-être Jacques Richard, l'année prochaine ici, sur ce manifeste, parce que c'est des percées qui sont complexes. Donc cette question de la comptabilité, de la mesure, du maintien des équilibres, Fadi, comment ça peut se passer à grande échelle? Tu nous as parlé tout à l'heure de conventions. Est-ce que c'est dans les conventions qu'on peut trouver des façons de trouver des accords sur parce qu'effectivement, si on ne mesure pas les humains aussi que nous sommes, on a du mal à y arriver, à se mettre d'accord. Comment ça peut se passer? En fait, c'est des textes que j'ai appelés les textes anti-crise,
pour limiter les conflits entre les pays riverains qui se partagent une eau transfrontalière ou bien qui se partagent aussi une transmission énergétique d'un pays à un autre. Donc ces textes anti-crise sont des textes que les Nations Unies ont mis entre les mains des nations et des gouvernements afin d'asseoir une vision futuriste pour la gestion des ressources naturelles que personnellement je n'arrive pas à capitaliser. En fait, comment capitaliser ça? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur, c'est en fait d'évaluer le coût de la non-action dans le cadre de la préservation du développement durable et des écosystèmes. Tout d'abord, ces textes anti-crise parlent d'outils technologiques. Ces textes mettent entre nos mains donc une série d'outils technologiques avec des coefficients de pondération qu'on pourrait utiliser en fonction des spécificités de chaque pays, soit à l'amont, soit à l'aval. Et ces coefficients de pondération pourraient conduire à une situation gagnante-gagnante entre les différents pays riverains. Un pays a besoin d'énergie plus que de l'eau, donc pourrait exporter cette énergie à un autre pays riverain et vice-versa. Ces textes-là aussi nous aident à arrêter les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, par exemple, le forage des puits profonds dans des nappes fossiles, le pompage de cette eau dans des nappes fossiles jusqu'à 2000 mètres d'altitude afin de faire de l'irrigation dans le désert. C'est ce qui se pratique en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Ils font de la tomate, ils font de la pomme de terre. On sait très bien que si on importe cette tomate et cette pomme de terre, ça va nous coûter moins cher que de la produire chez eux, par exemple. Comme par exemple un projet pour alimenter la ville d'Amman en eau potable. On est allé jusqu'à 300 km, creuser donc des puits profonds jusqu'à 2000 mètres, la nappe de Dizi pour pomper vers Amman. On sait très bien que cette nappe-là est une nappe transfrontalière avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Donc, il y a des mauvaises pratiques, comme par exemple, nous, en Occident, on traite l'eau usée, on la jette dans la mer. C'est une eau qui a une valeur économique importante. On voit très bien à Nice, nous avons une superbe station de traitement des eaux usées. À Tripoli, au Liban, nous en avons une qui est semblable à celle de Nice, mais jusqu'à présent, elle ne fonctionne pas, malheureusement. Ce n'est pas de mon ressort, du ressort d'une autre entité. Mais on jette cette eau-là en Méditerranée jusqu'à 180 milliards de mètres cubes d'eau traitée, qui a une valeur économique importante qu'on aurait pu utiliser pour l'agriculture. Donc ces textes anti-crise mettent entre nos mains de bonnes pratiques. Ces textes anti-crise aussi préservent des lois et des conditions pour ne pas causer des dommages substantiels aux pays qui se situent à l'aval. Ne pas envoyer, par exemple, une eau qui est polluée vers les pays qui se situent à l'aval. Donc, ces textes onusiens nécessitent tout d'abord une décision politique pour qu'ils soient transférés dans les pays récepteurs en loi. C'est ce que nous avons fait au Liban. Donc j'ai pu convaincre les décideurs politiques à l'époque, 1999, de prendre la Convention des Nations Unies pour le partage équitable et l'utilisation raisonnable de l'eau et prendre cette loi-là en tant que loi nationale. Ça m'a énormément aidé pour relancer les discussions avec la Syrie et arriver à un accord gagnant-gagnant. Gagnant pour le Liban qui était perdant avant, car la Syrie nous a empêchés de prendre une quote-part pour irriguer donc les terrains du nord du Liban en été. Or, nous avons besoin de cette eau en été et pas en hiver. La Syrie a empêché le Liban de lancer donc des projets de réservoirs pour stocker sa quote-part. Donc, en s'appuyant sur ces textes-là, on a pu remodifier la situation et nous avons maintenant 2 retenues sur le Ronte. Et puis, cette quote-part aussi s'assoit sur aussi une bonne pratique des réseaux d'eau
qui fuient dans les pays, donc jusqu'à 50%, qu'il va falloir aussi faire un effort afin de revaloriser l'efficacité des réseaux d'eau qui fuient. Donc d'un côté, il y a l'agriculture, d'un autre côté, il y a l'eau, et le troisième point, c'est l'énergie qu'on pourrait produire, une énergie gratuite, simple, non polluante de ces réservoirs qui pourrait être transmise aux pays riverains aussi. Donc c'est une situation de gagnant-gagnant si on utilise les textes réglementaires tels que la Convention des Nations Unies de 1997 ou bien la Convention de l'UNESCO qui est utilisée dans les pays européens qui se partagent des bassins transfrontaliers. Lors de la COP 21, nous avons mis aussi un texte entre les mains des décideurs politiques, c'est le Pacte de Paris, qui a été signé par plusieurs pays et plusieurs entités environnementales. Ce Pacte de Paris prône donc la base de données, comment lancer une base de données, échanger ces données entre les pays afin de concevoir des ouvrages qui soient des ouvrages optimaux pour stocker l'eau, pour régénérer l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est importante. Pourquoi? Parce que c'est une énergie gratuite. Il faudrait relancer la recherche dans l'énergie renouvelable. Le solaire n'est pas stockable jusqu'à présent. Comment faire? Donc, il faudrait relancer la recherche dans les nouvelles générations de piles afin que cette énergie pourrait être stockée. Et là, je pense au plan solaire méditerranéen que nous avons lancé avec le ministre Jean-Louis Borloo donc, en 2008 et qui, hélas, n'a pas pu aboutir actuellement afin d'électrifier aussi l'Europe en utilisant le solaire qui est dans le pays du Maghreb. Donc c'est comme ça qu'on pourrait donc arriver à une situation gagnante-gagnante dans le concept de l'ingénieur, dans le concept de la favorisation des objectifs de développement durable, 2, 6 et 7, que la communauté internationale a mis entre nos mains. C'est pour cela que je vois les choses avec optimisme. Il y a eu beaucoup de pessimisme. Par exemple, un grand écrivain que j'aime beaucoup, c'est Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations, ou bien mon ami Georges Corm, aussi Le dérèglement du monde, etc. Il faut voir les choses avec du positif toujours, car nous sommes là pour trouver des plans d'adaptation, nous sommes là pour innover. Bravo.